Aujourd'hui, le webinaire, c'est critères d'analyse des offres et exécution du marché. Pour rappel, les partenaires sur ce cycle de webinaire, c'est la région Centre-Val de Loire, la DRAF Centre-Val de Loire, l'association Lyon Centre qui anime donc aujourd'hui, et les chambres d'agriculture de la région. Je laisse la parole donc à Manon Blondel. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc Manon Blondel, je suis chargée de mission alimentation à Biocentre. Donc pour le volet restauration hors domicile, on accompagne donc les collectivités à entrer en conformité avec la loi Egalim et à introduire plus de produits bio locaux dans le menu notamment, au travers de formations et de sensibilisation. Donc aujourd'hui, on va voir les critères d'analyse des offres et l'exécution du marché. Donc, dans un premier temps, on parlera plutôt de la définition des critères, puis on verra quels sont les critères les plus courants avec une proposition de pondération pour ceux-ci, et ensuite on verra l'exécution du marché. Donc tout d'abord, comme je vous le disais, critères d'analyse des offres, donc définition, on verra quelle est la différence entre clause et critères, et on verra quels sont les points de vigilance pour choisir les critères d'analyse des offres. Donc définition, donc les critères d'analyse sont des éléments de base servant à l'analyse des offres. Ils permettent à l'acheteur d'apprécier l'offre des candidats. C'est donc le fournisseur ayant la meilleure note finale qui sera automatiquement retenu. L'acheteur doit choisir les critères qui lui permettent de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, pour cela, le code de la commande publique dresse une liste indicative mais non exhaustive des critères pouvant être utilisés par l'acheteur. Ça lui laisse donc la possibilité de prendre en compte d'autres critères à condition qui sont bien liés à l'objet du marché et à condition que ceux-ci soient non discriminatoires, qualitatifs, sociaux ou environnementaux. Et tous ces critères figurent donc dans le règlement de consultation. Donc pour reprendre un peu la différence entre clause et critère, donc comme je vous l'ai dit, un critère n'a pas de caractère obligatoire. Ça permet donc à l'acheteur de faire l'analyse des offres. La notion que je ne vous ai pas présentée avant, c'est que selon les critères, on va leur définir une pondération. Ça permettra à un critère de s'imposer face aux autres. Une clause, à l'inverse, ça a un caractère obligatoire puisque c'est une exigence. Ça donne donc une meilleure garantie pour l'acheteur pour disposer de spécifications environnementales ou sociales, puisque c'est dans le cahier des clauses techniques particulières et dans le cahier des charges. Donc on retrouve bien dans un marché les deux notions, elles ne sont pas à confondre, sachant que les clauses étant des exigences, si un fournisseur qui y répond ne répond pas à une clause, il ne pourra pas être retenu pour le marché. Donc les points de vigilance, ça fait un peu le lien avec les webinaires précédents. Donc c'est pour orienter en fait vos critères du coup vers des produits, pour avoir des produits du territoire, il faut donc bien connaître l'offre locale, ce qui permettra de fixer des critères comme moyen de valorisation des candidats qui répondront à la demande. Donc d'où l'importance d'avoir déjà défini quels étaient ces objectifs et d'avoir fait du sourcing pour bien connaître l'offre locale. Je précise que bien que les critères n'aient pas de caractère obligatoire, ils doivent cependant être mesurables et analysables. Je vous conseille, lorsque vous choisissez vos critères, de faire directement une grille d'analyse à côté, sachant que quand le marché est attribué, tous les candidats peuvent en fait vous demander cette grille d'analyse pour comprendre pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés. Donc, il faut pouvoir leur remettre un livrable sur le fait que vous avez bien noté tous les différents candidats de la même manière. Attention aussi, vigilance. Donc, les critères, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Mais plus vous mettez de critères, plus ça entraîne une complexité pour l'analyse des offres. Parce que plus vous allez devoir choisir des items pour noter toutes les prestations. Alors là, on va voir quels sont les critères les plus courants. Donc le premier, c'est valeur technique et qualité des produits. Le deuxième, mesure en faveur du développement durable. Le troisième, le prix. Il n'y a pas de hiérarchisation et de priorisation des critères hein, là. Et qualité de service. J'ai mis à côté une pondération qui, moi, je trouve est bien utile pour orienter vers les produits du territoire, à savoir que généralement, on demande quand même à ce que la valeur technique et la qualité des produits soient au moins à 40% et que le prix soit au maximum à 40%. Sinon, le prix a une pondération trop haute et en fait, la qualité des produits et les mesures en faveur du développement durable ne seront pas assez représentées.
Alors, pour la valeur technique et la qualité des produits, donc là, moi, j'ai mis 40%. Donc, vous allez pouvoir juger la qualité organoleptique et culinaire. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir demander des échantillons des produits à vos fournisseurs. Et vous allez pouvoir notamment noter, par exemple, si vous prenez, je ne sais pas moi, des pâtes, s'il y a une bonne tenue à la cuisson. Si vous prenez, je vous dis n'importe quoi, une tomate, vous allez pouvoir noter si elle est mûre à point, donc elle est bien rouge, ou alors si elle est encore orange, à sa livraison. Vous allez pouvoir noter aussi si les fruits et légumes sont mûrs à point et de saison. Pour cela, vous pouvez demander au fournisseur de vous fournir un calendrier de saisonnalité, par exemple, pour le comparer avec le calendrier de saisonnalité des produits régionaux, par exemple. Vous pouvez demander à votre fournisseur une faculté à proposer des produits porteurs de labels de qualité. Donc, par exemple, si en clause, vous avez mis que vous voulez que ce soit les exigences de la loi Egalim, donc 50% de produits de qualité, soit des produits SICO. Vous pourrez mettre un critère de notation qui serait je veux entre 50 et 60% de produits de qualité, ce sera 2 points. Entre 60 et 70, ce sera 5 points. Et entre 70 et 80, ce sera 10 points. Ça vous permettra de noter. La faculté aussi à proposer des produits issus de l'agriculture biologique. Donc, pareil, vous pouvez faire des fourchettes pour noter. Et faculté à informer sur l'origine des produits. Donc là, vous avez demandé la traçabilité, qu'elle revienne bien jusqu'au producteur. Vous pouvez aussi, par exemple, demander des fiches de producteurs. Donc, pour les critères en faveur du développement durable, qui sont aussi appelés démarches environnementales, donc là, moi, j'ai mis 20% en pondération. Donc, le développement des approvisionnements directs des produits de l'agriculture. Donc là, vous allez pouvoir noter les produits qui sont achetés directement aux producteurs, ou alors les produits en circuit court, ou alors noter le nombre d'intermédiaires à chaque fois. Le critère coût global. Alors moi, je l'ai intégré ici dans les critères en faveur du développement durable parce que je pense que vous êtes majoritairement en régie, donc un marché de prestation de denrées. Le critère coût global, en fait, c'est évaluer tout le cycle de vie du produit, donc de l'achat, l'utilisation, la maintenance et la gestion des déchets. Démarche environnementale de l'entreprise, donc on va pouvoir noter par exemple si le recyclage des déchets, la gestion des déchets, est-ce que ils sont valorisés, quels sont les contenants utilisés, est-ce qu'ils sont recyclables ou pas. Dans les modes de production durable, on pourra évaluer par exemple pêche durable ou le bien-être animal. Pour les critères de bien-être animal, je vous invite à aller voir le tableau Etika. Rémunération équitable des producteurs. Donc là, vous pourrez prendre en compte, par exemple, le pourcentage de produits issus du commerce équitable. Ou alors, vous pouvez aussi demander combien le prix est acheté au producteur et le comparer au prix de vente que vous avez pour savoir quel pourcentage le producteur touche. Action en faveur de l'insertion professionnelle et des publics en difficulté. Donc là, vous allez regarder si c'est une structure d'insertion ou si c'est un ESAT, etc. Donc le prix, là, je l'ai mis à 30% parce que, comme je vous le dis, moi, je trouve que ça permet d'orienter vers les produits du territoire. Donc 40% maximum, je conseille. Donc le critère prix, c'est le coût de la denrée et du transport. Le prix est un critère obligatoire. Et le prix peut être le seul critère retenu. Donc, vous pourriez ne mettre que le critère prix dans votre marché. Donc, la qualité des services, donc moi, je l'ai mis à 10%. Donc, réactivité, ça va être par exemple, si votre fournisseur vous a pas livré la bonne quantité, sous combien de temps il peut vous livrer le complément. La souplesse, c'est quels vont être les délais de commande, les délais de livraison. Le moyen de communication, lors de la passation de commande ou alors des fiches producteurs également. Et dépannage, c'est si un jour vous avez un souci, par exemple, vous avez eu un souci par exemple avec un autre fournisseur et vous pouvez commander chez lui, est-ce qu'il est en mesure de vous dépanner, sous quel délai? Donc, je vous ai remis un petit exemple de notation pour bien comprendre. Donc, par exemple, si on prend valeur technique et qualité des produits, donc faculté à proposer des produits en faveur de l'agriculture biologique, vous voyez, vous pouvez mettre une fourchette entre, donc du coup, si la clause, c'est la loi Egalim, donc 50% de produits de qualité, dont 20% de produits bio. Vous pouvez dire que entre 20 et 30% de produits biologiques en valeur d'achat dans l'offre, vous mettrez 2 points. Entre 30 et 50% de produits biologiques en valeur d'achat dans l'offre, vous mettrez 5 points. Et supérieur, par exemple, à 50% de produits biologiques en valeur d'achat, vous mettrez 10 points. Donc pour tout ça, quand vous définissez vos critères, il faut bien se rendre compte qu'en fait, il y a cette analyse-là derrière à faire.
Donc, comme je vous le disais, faut être vigilant, il faut que ce soit des critères mesurables et analysables. Pour l'exécution du marché, donc on va voir pourquoi il faut suivre l'exécution du marché et quelles sont les étapes. Donc, pourquoi suivre l'exécution de son marché, pardon, s'assurer que les exigences décrites dans le cahier des charges soient bien respectées par le titulaire. Donc, c'est l'acheteur qui est tenu de garantir aux convives la qualité et l'approvisionnement des repas dans le respect de la réglementation. Et tout ça aussi pour une démarche d'amélioration continue. Donc, l'idée, en fait, c'est de vérifier que votre fournisseur respecte l'offre qu'il vous a décrite, l'offre que vous avez demandée. Et là, on va voir du coup, juste après, quelles sont les possibilités si ce n'est pas le cas et comment faire pour suivre ça. Donc tout d'abord, il faut déterminer, les éléments, qui seront contractualisés dans le cadre du marché et qui vont faire l'objet d'un suivi dans le cadre de cette exécution. Donc du coup, en fait, c'est choisir quels sont les indicateurs que vous souhaitez, analyser et et dont votre fournisseur devra vous remettre des attestations. Donc ça peut être par exemple la qualité des produits, ça peut être la traçabilité, voilà, tout ce genre de choses. Après pour les marchés de gestion concédés, on peut mettre aussi pas mal d'items en termes de, qualité alimentaire, de délai de livraison et cetera et cetera. Il faudra les formaliser dans le cahier des charges et prévoir des éventuelles sanctions. Donc c'est là que vous mettrez, tout le volet des pénalités. Faudra s'assurer de l'obtention des informations nécessaires au contrôle du marché. Donc ça, faudra aussi bien le préciser dans votre marché que vous voulez avoir, ces éléments, à votre niveau. C'est-à-dire que faut que ce soit bien précisé que le fournisseur doit vous transmettre tous les éléments et avec ça, vous devez ou alors vous demandez au fournisseur de réaliser un reporting. Donc un reporting sur, ce qui a été donné. Alors soit vous laissez, le libre choix au fournisseur de vous transmettre un tableau avec, tous les indicateurs et le reporting, soit vous fournissez au fournisseur, un tableau qu'il devra lui, remplir pour compiler les informations. Donc là, je vais vous parler des ressources disponibles. Donc vous avez toujours les petites vidéos, du CNFPT, donc pour bien suivre l'exécution des prestations avec les points de vigilance pour les marchés publics de restauration. Vous avez aussi, la notion de coût global qui est un peu plus, élargie. Vous avez aussi, l'e-communauté, un espace, mis à disposition également par le CNFPT pour trouver des formations, pour, avoir une foire à questions et cetera et cetera. Vous avez toujours, comme on vous l'a présenté, des cahiers des charges qui sont élaborés, par le CNFPT et en lien avec, la Directe et la DRAF que vous pouvez consulter. Ça peut vous servir de base et de voir ce que les autres ont déjà proposé. Je vous conseille le guide du CNRC qui est particulièrement très intéressant et qui reprend aussi toute cette notion de pondération, des critères et de toute la définition des critères, justement pour, aller vers un approvisionnement, durable et de qualité et plutôt orienté territoire. Donc ça, je vous invite vraiment à le lire. C'est très, très intéressant et ça permet, pour des novices, d'écrire, leur marché assez simplement. Là, je vous ai mis du coup des petits livrets qui viennent d'Interbio, Nouvelle-Aquitaine, de la région Île-de-France, de l'ADEME et d'Interfel pour tout ce qui est, indications, pour une alimentation, plus durable en restauration collective. Donc je vous invite aussi à les consulter. Et là, c'est des petites fiches qui ont été faites donc, par Bresalim sur toutes les filières. C'est aussi intéressant de les consulter, après adapté à votre territoire.